Présentation. Et donc tout le monde voit bien mon écran? Très bien. Pour ceux qui sont en Super. visio, oui, c'est bon. Bon, alors bonjour tout le monde. Donc je vais vous parler du projet Coopération pour la conservation du courlis cendré nicheur en Nouvelle-Aquitaine. Donc on va d'abord parler un petit peu du courlis cendré pour vous présenter l'espèce. Ensuite, la genèse du projet, la présentation du projet, les premiers résultats vu que on a fait notre première année de suivi. Et l'aspect sensibilisation qu'on met en place autour de ce projet et qu'est-ce qu'on va faire pour les prochaines années. Donc le courlis cendré, c'est le plus grand limicole migrateur d'Europe. Il est caractérisé par un long bec arqué et la femelle est généralement plus grosse que le mâle. Ce bec, il leur permet de se nourrir d'invertébrés, notamment en sondant le sol. Et c'est une espèce qui a une longue espérance de vie puisqu'il peut vivre jusqu'à une trentaine d'années, ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir un maintien de population pour l'instant, on reviendra là-dessus. Ensuite, donc, je vous l'ai dit, c'est une espèce migratrice, donc il est présent sur son site de reproduction de février à juillet et il hiverne sur les côtes atlantiques en France, en Espagne, au Portugal et au Maroc. Donc, concernant la reproduction de cette espèce, donc c'est un oiseau qui en produisant 3 à 4 œufs qui vont être incubés durant 28 jours. Les poussins sont nidifuges, donc lorsqu'ils vont éclore, ils quittent le nid directement et sont autonomes pour aller se nourrir. Ils vont suivre leurs parents et ils seront volants à une trentaine de jours. Et donc les habitats de reproduction typiques des courlis, c'est les milieux ouverts et humides. Donc en France, c'est dans les marais, les landes et plus particulièrement dans les prairies agricoles, comme c'est le cas dans les Deux-Sèvres et pas mal d'endroits en Nouvelle-Aquitaine. Et on le retrouve également dans les labours, les chaumes et les cultures basses, essentiellement pour son alimentation, mais c'est déjà arrivé qu'on retrouve des nids en culture basse, comme vous pouvez le voir là sur la photo. On avait mis un piège photo au niveau d'un nid dans un champ de maïs. Oh oh. Alors, concernant la phénologie de la reproduction du courlis, donc il arrive sur son site de reproduction courant fin février. Les couples se reforment et ils vont commencer à parader pour commencer à tenter de nicher au courant fin mars, mais avec un pic de ponte qui est quand même plutôt autour de la mi-avril. Donc ensuite s'ensuit la couvaison pour une éclosion qui peut s'étaler du coup de début mai à fin mi-juin, grand max quand même. Et donc après l'envol des jeunes, il démarre à peu près fin mai ou début juin selon la ponte et jusqu'en juillet. Et donc en fait, toute cette période-là, elle s'étale un peu dans le temps parce que les courlis peuvent aussi faire une ponte de remplacement en cas d'échec de la première. Il faut savoir aussi que les femelles quittent le site de reproduction plus tôt que les mâles en général et elles laissent le soin aux mâles d'élever les jeunes. Concernant le statut de conservation du courlis, donc c'est une espèce qui est inscrite annexe 2 de la directive oiseaux et à ce titre il est chassable en France mais il bénéficie d'un moratoire qui fixe les quotas à zéro. Mais c'est une espèce qui a plutôt un statut de conservation défavorable puisque il est classé quasi menacé à l'échelle de l'Europe, vulnérable à l'échelle de la France et en danger à l'échelle du Poitou-Charentes et avec des effectifs nicheurs qui sont en déclin. Donc une espèce qui est, malgré le fait qu'elle soit chassable, elle est menacée. Et justement, vu que c'est un oiseau qui niche au sol dans un contexte d'intensification agricole, ça le rend vraiment plus vulnérable, puisqu'il y a la disparition des sites favorables à sa reproduction, avec de plus en plus de cultures mises en place et la disparition des prairies, notamment. Les travaux agricoles en période de nidification, donc typiquement les nichers peuvent se faire détruire lors de la fauche. Et
également la disparition de la ressource alimentaire avec l'appauvrissement des sols ou encore l'utilisation de produits phytosanitaires qui diminuent la biomasse présente dans les prairies. Et il est également menacé par des facteurs naturels, donc la prédation et les conditions météorologiques, sauf que ces facteurs naturels, ils peuvent être exacerbés justement dans ce contexte de réchauffement climatique et aussi de modification des habitats. Donc, pour la genèse du projet, en fait, depuis quelques années, il y a des synergies locales pour suivre les populations de courlis cendrés en France, donc notamment dans le Val-de-Saône, le Doubs, la Bretagne, la Normandie, les Deux-Sèvres, etc. En Nouvelle-Aquitaine, la population de courlis représente 10% de la population française. Dans le cadre enfin, grâce au plan national de gestion qui a été rédigé pour 2015-2020, il y a eu quand même plus d'actions qui ont été mises en place pour, euh, pour favoriser la présence du courlis cendré et améliorer ses conditions de reproduction. Et il y a également eu la création d'un réseau courlis nicheur de France depuis 2020. Donc il y a beaucoup de coopération quand même autour du courlis cendré à l'échelle de la France. Plus particulièrement en Deux-Sèvres, le suivi il a commencé dans les années 2000 dans le Mélois et en 2006 dans le Toarçais. Donc vous pouvez voir sur la carte à droite les secteurs dans lesquels on fait le suivi des courliers. C'est essentiellement en zone de protection spéciale, donc en site Natura 2000, hormis la zone la plus au sud en bleu qui est une SNIEF. Il y a un seul couple dans ce secteur. Et donc les protections nichées, elles ont commencé à être mises en place en 2016 par le retard de fauche, puis en 2019 par la protection par pose de clôture électrique. Donc ces actions de protection de nichées, elles ont vraiment été rendues possibles grâce notamment au plan national de gestion. Et les méthodes pour suivre les couples ont également été améliorées au fil des années. Donc on peut voir quand même que la population a augmenté dans les Deux-Sèvres, mais c'est également dû à un meilleur suivi de la population. Et ce qui ressort de ce suivi, c'est que c'est une espèce qui est quand même difficile à suivre si moyen terrain ne suivent pas, puisque c'est beaucoup d'heures d'observation. Les mesures de protection des nids, elles sont pas encore à la hauteur pour conserver l'espèce, puisqu'au vu du nombre de jeunes volants produits par an, l'espèce est clairement en sursis. Donc je vous disais tout à l'heure que c'est une espèce qui vit très longtemps. Donc pour l'instant, les populations sont assez stables. Vu que les couples reviennent chaque année sur leur site de repro, ils y sont plutôt fidèles. Sauf que en termes de production de jeunes, on n'y est pas trop, puisque pour l'instant, le nombre moyen de jeunes volants par couple, il est en moyenne de 0,15, alors qu'il faudrait un minimum de 0,5 pour une population viable sur le long terme. Donc justement, là, l'objectif dans le cadre de ce projet, c'est de mutualiser les efforts à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc est né le projet Coopération pour la conservation des sangliers en Nouvelle-Aquitaine, qui est financé grâce au Fonds vert et au soutien de la région. Ce porté projet je vais y arriver. Ce projet est porté par France Nature Environnement en Nouvelle-Aquitaine avec une délégation administrative et financière PCN et la coordination technique est faite par le groupe ornithologique des Deux-Sèvres. On travaille en partenariat du coup avec plusieurs associations. Donc la LPO Poitou-Charentes, Aquitaine et Limousin. Il y a également l'AC Penseau en Gironde et Landes, le Siaevleg, et on a également Charente Nature, pour les associations qui font les suivis, et on travaille également avec des organismes de recherche, donc le Muséum d'histoire naturelle et le laboratoire Liens à l'Université de La Rochelle. Donc ça, c'est plus pour l'aspect suivi des courriers avec pose de palisse GPS. Je reviendrai dessus pour l'aspect qu'est-ce qu'on fait au sein du projet. Et on a un autre partenaire technique qui est l'OFB. Et notamment, ils permettent les suivis sur des camps militaires auxquels on n'avait pas accès jusqu'à présent.
L'objectif principal du projet, c'est d'enrayer le déclin des courlis. C'est un gros objectif. Et donc pour ça, on va chercher d'abord à actualiser précisément la carte d'occupation régionale de l'espèce au sein de la Nouvelle-Aquitaine, évaluer le succès de reproduction des couples locaux et puis tenter de l'améliorer avec la protection de nichés et le suivi des jeunes à l'envol. On va également essayer d'évaluer l'intérêt à long terme des dispositifs de protection. Euh, on va également étudier l'utilisation des habitats de reproduction, donc grâce à la pose de balises GPS dont je vous parlais juste avant. C'est également primordial de sensibiliser les acteurs du territoire, soit les exploitants agricoles ou alors des exploitants forestiers dans les Landes, pour qu'ils aient des pratiques adaptées au cycle de reproduction du courlis cendré. Ce projet va également nous permettre de diffuser les expériences entre les partenaires, donc pour améliorer nos techniques de suivi et de protection des courlis. Et enfin, un peu hors projet, mais donc on va poursuivre la reconquête de milieux prairiaux gérés favorablement pour la vie faune de plaine. Donc ça, c'est plutôt dans le cadre du dispositif des mesures agro-environnementales, mais ça s'inscrit dans le cadre du projet Cocona, puisque c'est favorable à l'installation du courlis cendré. Et puis, on aimerait bien aussi pouvoir faire évoluer le statut de protection du courlis cendré en France en lui donnant un peu plus de visibilité vu que c'est une espèce qui est encore considérée chassable alors qu'elle est en déclin. Donc concrètement, pour les premiers résultats du suivi qui a été mis en place cette année, le premier aspect qu'on a mis en place, c'était donc de actualiser la carte d'occupation régionale. Et pour ça, on a fait des points d'écoute dans les secteurs historiques de présence de l'espèce avec de la repasse. On émet le champ du courlis et on voit s'il y a une réponse d'un individu qui serait présent sur le secteur, puisqu'ils sont territoriaux, donc ils vont revendiquer leur zone de reproduction. Et donc, il y a cette année eu 328 points d'écoute qui ont été réalisés et ça nous a permis d'estimer la population à plus de 90 couples sur dans la région. Sachant que il y a eu donc un couple qui a été trouvé en Haute-Vienne et donc il n'y avait pas eu de données dans ce secteur depuis 2007. Donc ce projet a quand même permis de redécouvrir la présence d'un couple. On a également une estimation des couples présents sur le camp de Captieux par exemple avec 5-6 couples et il n'y avait pas forcément une idée précise du nombre de courlis qui étaient présents sur ce camp militaire. Et sinon, ça a aussi permis de valider la présence de certains couples, par exemple dans les Landes et Gironde, où l'accessibilité fait on avait une idée assez vague de la population là-bas. Donc ça permet de mieux caractériser tout ça. Et ensuite, la deuxième partie de ce projet, c'était de suivre réellement la reproduction des couples nicheurs. Et donc ça a été fait dans 4 départements qu'on a considérés des zones prioritaires au vu du nombre de couples présents. Donc, il y a les Deux-Sèvres, la Vienne et Landes et Gironde. Donc, pour les Deux-Sèvres, en fait, on a continué le suivi qu'on faisait déjà les années précédentes. Et donc, pour cette année, on a vu un total de 43 couples présents, divisés entre le nord et le sud du département. Donc, au nord, on est à 27 couples et au sud, dans le Mélois, on est à 16 couples. Donc, ça a permis d'identifier 32 nids pour 20 nids protégés avec la pose de clôture électrique. Ça a permis la production de 80 œufs pour 66 poussins éclos, mais un nombre total de jeunes à l'envol de 6 à 9. C'est parce que c'est très dur de suivre les jeunes, donc on n'est pas toujours sûr du chiffre, mais en tout cas, on est sûr que ce chiffre n'est pas très élevé. Et les jeunes volants étaient présents uniquement dans le nord du département. On n'a pas eu de production de jeunes à l'envol dans le Mélois. En Vienne, il y a eu 17 couples de suivi. Pour 11 nids trouvés, 7 protégés, 25 œufs produits pour 20 poussins éclos et 1 à 2 jeunes à l'envol. Et pour les Landes et Gironde, on est à un total de 18 couples suivis, 2 nids, mais 0 protégés.
Pour 5 œufs produits, 4 poussins éclos et 3 jeunes à l'envol. En fait, le premier nid dans les Landes a été trouvé grâce aux positions GPS d'un individu qui a été capturé cette année. Et le deuxième a été trouvé en fait surtout par l'observation de un poussin. Et ils savent pas trop ce qu'il est devenu. Et ils ont fait le choix de ne pas protéger les nids puisque le contexte est un peu différent dans les landes forestières et ils voulaient éviter l'effet contraire d'attirer l'attention sur la présence du nid vis-à-vis des usagers. Mais en Vienne et Deux-Sèvres, vu qu'on est dans un contexte agricole, là pour le coup, on met des clôtures dans les prairies avec l'accord des exploitants et ça permet quand même d'améliorer le succès à l'éclosion des courlis. Donc le bilan total, c'est qu'on a suivi 78 couples, on a protégé 27 nids, il y a eu 90 poussins à l'éclosion, mais 10 à 14 jeunes à l'envol. Donc pas une très grosse productivité. Et donc je vous le disais précédemment, il y a eu des nouveaux individus équipés de GPS. Donc d'abord on a Mario qui a été bagué le 11 avril à Biscarrosse dans les Landes. Donc, vous avez sur la première carte les trajets qu'il a réalisés durant sa période de reproduction, avec le nid, la zone de repro qui avait été identifiée à la base, et puis les zones d'alimentation. Et donc, cet individu est parti en migration à la fin de la reproduction au sud de l'Espagne. Et le deuxième qui a été capturé, c'est Ulysse, le 11 mai dans le Nord-Médoc. Et donc là, vous avez également ces trajets pendant la période de reproduction. Et donc, quand j'avais réalisé ce diaporama, il était parti dans le bassin d'Arcachon pour hiverner, mais finalement, il est parti en migration récemment. Donc, je ne sais plus s'il est au sud de l'Espagne ou au sud du Portugal, mais en tout cas, il est à peu près dans le même secteur que les autres courlis que l'on suit par GPS. Et donc, pour finir, on va aborder un peu l'aspect sensibilisation autour de ce projet. Donc, au sein des associations, on a mis en place des formations ou des sorties sur le terrain. Donc, par exemple, à l'LP au Poitou-Charentes, ils ont fait une formation en salle, d'abord avec une quinzaine de personnes, qui a abouti ensuite sur une sortie sur le terrain, mais avec cette fois 2 participants, mais qui sont devenus des bénévoles actifs pour le suivi. Ces Penseaux, ils ont fait donc une formation dans les Landes avec chacun un participant mais qui est devenu également bénévole actif sur le suivi. Donc ça a permis de recruter des personnes, de faire cette phase de sensibilisation. Et au GODS, on a réalisé des sorties sur le terrain, donc un dans le Mélois et un dans le Toirçay. Mais là, du coup, c'était plutôt des sorties grand public, il n'y a pas eu spécialement de recrutement par la suite. Et à la LPO Aquitaine, ils ont également réalisé un camp de prospection durant un week-end en avril, donc là plutôt pour l'aspect prospection des sites historiques avec point d'écoute et repasse. Et donc là, il y a eu 14 participants et principalement le groupe jeune de la LPO. Donc on verra si l'année prochaine, ça mobilise de nouvelles personnes pour le suivi. On a également réalisé donc une plaquette d'information pour les partenaires du projet et également pour les acteurs locaux pour les sensibiliser à la conservation du courlis cendré. Et on a également réédité une petite BD qui avait été réalisée par une association en Pologne, donc Bocian, et on l'a rééditée en français et on pourra l'utiliser justement lors d'animations plutôt grand public pour sensibiliser les gens, pareil, à la conservation du courlis. Et donc concrètement, pour la suite du projet, on va continuer à faire les prospections sur les sites historiques en Nouvelle-Aquitaine en réévaluant les secteurs suite au premier suivi qui a été fait cette année. On va également mettre en place le suivi de tous les couples qui auront fait une tentative de reproduction. On ne va pas se limiter uniquement aux Deux-Sèvres, Vienne, Landes et Gironde. Pour la sensibilisation, donc, on va continuer de faire des animations dans les prochaines années et on va également réaliser une exposition. On va étudier l'évolution de l'assolement 500 mètres autour des nids des courlis
pour voir un peu l'évolution de l'habitat lorsque les jeunes ont éclos principalement, et réaliser de la concertation avec les acteurs locaux pour la conservation du courlis cendré. Et je voulais également vous parler du projet Copreda, donc qui lui a vu le jour et pour 2024 jusqu'à 2027. En collaboration avec l'OFB et la LPO Aura, où du coup on va essayer de s'intéresser particulièrement à la pression de prédation sur les courlis, puisqu'elle est majoritairement responsable de leur déclin. Essayer de mieux évaluer la survie des jeunes, puisque concrètement c'est l'aspect sur lequel on a du mal à avoir des infos fiables, puisque c'est très dur à suivre, et qu'en plus, en termes d'action possible pour les protéger, il n'y a pas grand-chose en fait de fait, même pour les autres personnes qui font du suivi courlis. Donc, on va essayer de se pencher sur la question et essayer de tenter des nouveaux protocoles. C'est plutôt une phase exploratoire justement sur comment on pourrait améliorer le succès de reproduction, des courlis. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et donc ce projet va courir jusqu'en 2027. Donc d'ici là, je vous donnerai de nouvelles informations peut-être sur, sur les nouveaux résultats. Voilà, merci.